Bon début de week-end à tous, mesdames, messieurs, nous sommes vendredi, c'est la dernière édition de la semaine de la revue des grandes unes. La presse est disponible en kiosque également ce matin. Vous aurez l'occasion de parcourir les tabloïds et être parfum de l'actualité. La nouvelle expression parle de crise anglophone. Les séparatistes rejettent la médiation suisse. C'est le grand titre du journal ce matin pour dire que plusieurs groupes engagés dans le conflit dans le nord-ouest et le sud-ouest se sont d'ailleurs prononcés sur les premières assises tenues à Genève. C'est ce qu'on peut découvrir en page 3 du journal. Le journal disponible également ce matin qui parle aussi de séjour présidentiel. Donc samedi chaud en perspective à Genève. Donc les commentaires sur les réseaux sociaux et sur les sites en ligne ont d'ailleurs les regards braqués sur les manifestations et contre-manifestations annoncées justement demain sur Genève. C'est ce qu'on peut découvrir en page 2. Le journal s'intéresse aussi à autre chose, parlant de Bafoussam, où un député dans la manipulation, l'honorable Bapol Lipote, a donc transmis au sous-préfet de Bafoussam 3e une demande d'interdiction d'un meeting de l'Union des populations du Cameroun, des fidèles, alléguant que la rencontre visait simplement à soutenir le MRC. C'est en page 4 du journal ce matin, la nouvelle expression. Le Messager, pour sa part, parle de séjour à Genève. Paul Biya dans l'étoffe de l'armée cinglée de la base. C'est ce qu'on découvre également dans le numéro, parlant d'une violente manifestation prévue donc samedi par les Camerounais exilés pour protester la présence du chef de l'État en territoire suisse. Et on lit tout cela en page 3. Je vous invite également à lire l'éditorial de Jean-François Chanon en page 2. Le journal s'intéresse aussi à autre chose, parlant de parking payant à Douala. Premier, le bras de fer entre Tonin et Lengue Malapa. Donc le délégué de gouvernement veut rogner le champ donc, de compétences du maire de Douala Premier. C'est ce qu'on dit en page 5. Le journal parle également de Samuel Eto'o, parlant du football. J'attends la victoire finale. Le Goliatheur était donc dans la tanière des Lions notables à Ismaïlia. Donc c'est ce qu'on vous invite à lire en page 11 du journal disponible en kiosque ce matin. Le même journal parle également d'investissement frauduleux avec l'État du Cameroun au tribunal des Vietnamiens, faute d'avoir réussi à piller Vietel. Donc on voit bien que les ex-partenaires d'Ampulo se défaussent maintenant sur le gouvernement. Et donc à lire en page 10 de ce journal, Le Messager. Et puis là du Sahel parle de VIH, paludisme et tuberculose. Les partenaires du Cameroun menacent de réduire les subventions. C'est ce qu'on lit en page 4. Le journal s'intéresse aussi à autre chose, parlant de la montée du tribalisme, la mise en garde donc du Lamido de Bagno. C'est en page 5 du journal disponible en kiosque ce matin, tout comme Forum Libre qui parle également de la crise anglophone et négociations en Suisse. John Ba Akuru dénonce donc la mafia de la rencontre de Genève. C'est à découvrir dans le journal, dans un entretien exclusif donc accordé à ce journal. Et donc l'ancien journaliste de la CRTV essaie de dire sa part de version, en tout cas à la suite de ce qu'on observe, notamment dans les négociations et ce qui se déroule dans les régions anglophones. C'est à la une de Forum Libre ce matin. Le journal Le Soir hebdomadaire parle de l'inauguration du monument. Bapol Lipote rend hommage à Frédéric Augustin Kodok. C'est dans le journal disponible ce matin. Le même journal s'intéresse aussi à d'autres hold-up, un hold-up en tout cas manqué après notamment ce que Vietel a pu faire au Cameroun. Donc Vietel, les Vietnamiens s'attaquent justement à John Gouté pour savoir qu'est-ce qui ne va réellement pas, pourquoi leurs affaires ne prospèrent plus dans notre pays. Ce sont là également des informations à lire dans le journal Le Soir hebdomadaire. Le Jour met donc à sa une, Écho de Genève, tout ce qu'on peut savoir sur ce qui s'est déroulé à Genève et ce qui doit être fait également le week-end, c'est-à-dire demain samedi. C'est à découvrir dans le dossier proposé par le quotidien Le Jour. Le même journal parle également de la CAN 2019 avec le réveil des petites nations. Aujourd'hui, on a pu observer avec des victoires de certaines équipes aussi. À lire dans le journal, le quotidien Le Jour de ce matin, Mutation parle de crise anglophone. L'horloge suisse tourne finalement. C'est ce que le journal propose comme titre également ce matin pour dire que le département fédéral des affaires étrangères de Suisse engage notamment une médiation à Genève en vue de préparer le dialogue attendu. C'est en page 7 de ce journal. Le même journal parle également de Douala avec la guerre des polices
observé également sur le terrain. On voit bien que la presse s'intéresse à ce qui s'est déroulé à Douala entre la police municipale, la police de la mairie de Douala Premier de toute façon, et donc dans cette ambiance aussi que l'on observe également des exactions sur le terrain. Le journal Cameroun Tribune parle des manifestations de la brigade anti-Sardina. La classe politique dénonce, bien entendu, au lendemain des actes de vandalisme et de violence également perpétrés par des individus donc à l'étranger, ou à la suite notamment du séjour de Paul Biya. C'est ce que le journal essaie de dire ce matin. Et pour dire également qu'il y a d'autres faits aussi, notamment le sport, la CAN Cameroun-Ghana, c'est le duel attendu demain également. Le journal fait savoir que les Lions veulent maintenir leur trophée jusqu'à la finale. C'est également ce que le journal propose aussi dans le dossier proposé par ce numéro concernant la CAN Égypte 2019. Alors, Info Matin parle donc de pilotage à vue. Jean Koueté abandonne Paul Biya à Genève. C'est ce que le journal nous apprend en page 3 ce matin pour dire que le secrétaire général du comité central du RDPC ne dit rien à la suite notamment de ce qui se déroule à Genève, par les anti-Sardina, selon justement le journal. Donc à découvrir dans le numéro. Le journal a d'autres informations aussi que je vous invite à lire. Et également sur le terrain, on va découvrir aussi un autre journal, c'est notamment le quotidien de l'économie, qui parle donc des droits sociaux avec les retraités aux abois, la perception de Ngwaekele, c'est du côté de Yaoundé. Que se passe-t-il concrètement? La réponse est à découvrir dans le journal disponible en kiosque ce matin. Voilà ce que la presse nous propose, celle que nous avons reçue à notre rédaction. Georges Semé, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour à vous, M. Ndongo, bonjour à tous les fidèles téléspectateurs de ce plateau. Merci. En face de vous, Camille Nelly, bonjour. Flavien Valonongo, bonjour. Bonjour, téléspectateurs d'Equinox Télévision. Bonjour à Georges Semé, mais qui ce matin a oublié de dire bonjour à Sa Majesté Kotoléa, le secrétaire général de la chefferie de Mangola. Nous avons oublié de le faire ce matin. Mais moi, je voulais dire un bonjour spécial à M. Ntone Fritz, délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, et M. Lenga Malapa, maire de Douala Premier, qui ne sont ni des ennemis, ni des adversaires, et en aucun cas ne devraient se regarder en chien de faïence, puisque tous les deux étant au service de la ville de Douala. Vous êtes en contradiction avec la presse ce matin. Je ne suis pas en contradiction. Je leur dis bonjour à tous les deux. Et je dis, qui ne sont pas ennemis, qui ne sont pas des adversaires. Et qu'ils ne devraient en aucun cas se regarder en chien de faïence, puisque tous les deux sont au service de la même ville de Douala. Très bien. Mais la presse, le messager, puisque vous voulez qu'on en parle, on va d'ailleurs évoquer, on ouvre par ce sujet-là. Le messager qui parle donc de bras de fer ce matin entre Ntone et Lenga Malapa, à la suite de ce qu'on a pu observer sur le terrain des échanges entre ce qu'on appelle la police municipale. Qu'est-ce qui s'est concrètement passé? Mais on voit bien que le délégué du gouvernement veut rogner le champ de compétences du maire. Bien, il y a manifestement un conflit de compétences entre le délégué du gouvernement de la communauté urbaine de Douala et le maire de Douala Premier en ce qui concerne la gestion des parkings payants et des remorques. Et ce conflit de compétences s'est manifesté bien évidemment hier à Bonanjo par une grosse bagarre entre deux frères qui sont des démembrements d'un même État dans le cadre de la décentralisation. Les agents de la police municipale voulaient faire respecter un communiqué du délégué du gouvernement qui demandait qu'on cesse de percevoir toutes les taxes en rapport avec la gestion des parkings, mais également en rapport avec les remorques, en application des dispositions réglementaires à la communauté urbaine de Douala, parce que le même communiqué dit qu'il y a un processus de modernisation des aires de parking qui est engagé dans la ville de Douala et que toutes les personnes aujourd'hui qui géraient ces aires de parking sont des personnes illicites. Et le même communiqué dit également que ça sème la confusion dans les yeux de l'usager de la route. Je pense que c'est le côté catastrophique de la décentralisation. Ça nous ramène à la forme de l'État parce que vous savez que les démembrements de la décentralisation dans une ville, il y a les communautés urbaines dont les représentants sont nommés, mais il y a également les maires d'arrondissement qui sont élus. Et on a cesse de relever cette dualité qu'il y a entre la communauté urbaine qui, selon certaines personnes, ne devrait plus exister parce qu'ils s'estiment que c'est une entrave ou alors un verrou dans l'action des maires d'arrondissement, et ceux qui pensent qu'on ne devrait avoir que des maires de ville et supprimer la communauté urbaine de Douala. Donc, il y a donc ce problème dans l'interprétation de la loi de 2004 sur la décentralisation et pourtant, elle définit chacun dans son rôle.
le délégué du gouvernement a un rôle qu'il devrait remplir, mais également le maire d'arrondissement a également son rôle. On ne devrait que suivre cette loi sur la décentralisation, mais j'avoue quand même que dans l'application de cette loi, il y a chevauchement dans la gestion du matériel même des actions de chacun, et c'est la raison pour laquelle malheureusement on a assisté à ce spectacle malheureux entre deux démembrements de l'État, les agents de deux démembrements de l'État qui se bagarrent sur la gestion de l'espace public. Et le communiqué du délégué dit que il y a une campagne de modernisation et d'encadrement des aides et des dédouanements, également les remorques qui est en cours. Donc ça signifie tout simplement que les mairies d'arrondissement n'ont plus le droit de percevoir cette taxe. Et pourtant, du côté des mairies, on estime que c'est de leur droit, conformément à la loi de la décentralisation, de percevoir cette taxe qui font partie de leur rentrée fiscale. Très bien. Alors, le quotidien Mutation parle donc de la guerre des polices, parlant notamment de ces polices municipales. Et donc, avec le titre du quotidien Le Messager ce matin, le bras de fer entre Ntoné et Lengue Malapa, donc le délégué du gouvernement, on a souvent entendu des maires d'arrondissement se plaindre justement des actions menées par la communauté urbaine qui aujourd'hui essaie d'absorber tout ce qui peut revenir comme souffle financier pour enrichir ces communes d'arrondissement. De toute façon, vous savez, il n'est pas intéressant d'entrer dans cette polémique qui a toujours existé entre ceux qui estiment que M. Ntoné prend toutes les compétences sous son aile et ne veut rien lâcher aux mairies, et d'autres qui estiment que non, les mairies sont des parents pauvres de cette histoire et qu'il faut vraiment qu'ils s'émancipent. Non, moi je pense qu'il faut d'abord commencer par la gestion factuelle de ce qui s'est passé hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout est parti d'un communiqué de M. Ntoné, sorti le 26, qui a demandé la suspension provisoire et de ces tickets payants. La vente des tickets payants. La vente des tickets payants, et justement ces voitures remorques qui mettaient les sabots un peu partout aux quatre coins de la ville. Et pour un autre. Je vais vous donner un exemple. C'est qu'il y a quelques jours, un opérateur économique camerounais vivant au Tchad, monsieur Djibchan Roland Ntankap, arrive et dans sa Mercedes devant le centenaire à Douala. Il est en train de passer un coup de fil pour savoir si la personne avec qui il a rendez-vous est là. Pendant qu'il est dans son véhicule, au téléphone, il réalise qu'on est en train de mettre un sabot sur sa voiture. Il dit, mais c'est quoi? Je suis dans la voiture. Les gars n'ont voulu rien entendre. Il était obligé d'aller débourser 30 000 francs pour libérer sa voiture quelques temps plus tard. Et moi, je pense qu'au niveau de ces tickets aussi, il se murmure, je suis sûr, de plus en plus que comme ces tickets sont délivrés comme ça, il y a certainement un circuit parallèle de faux tickets imprimés dans les imprimeries et dans les ordinateurs pour justement engraisser une satisfaire les uns et les autres. Moi, je pense donc que c'est pour éviter toutes ces récriminations contre ces voitures, ce service qui est là pour mettre des sabots sur les véhicules, et cette vente de tickets qui devient problématique. Moi, je pense que c'est sur la base de cela, certainement, que le délégué du gouvernement a décidé d'arrêter tout cela. Bon, en prenant cette décision, en rendant cette décision, il semble que les services ne se sentaient pas concernés. Est-ce qu'il y a une mesure compensatoire lorsqu'on arrête, on suspend un acte qui permet quand même, en tout cas, aux communes de pouvoir fonctionner? De toute la manière, ce qui s'est passé hier, ce n'est pas Lengue Malapa qui était face à Ntoné dans la rue. Je vais vous dire une chose, c'est que dans les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui a dit qu'il y a même un citoyen qui a giflé Ntoné en pleine rose. Je dis, mais attendez, c'est faux. Vous avez lu ce post? Oui, j'ai lu. C'est scandaleux parce que au moment où s'est passée la bagarre, voilà, le délégué du gouvernement était assis à côté de Jean-Jacques Lengue Malapa dans le cadre de la SMID, parce que la SMID tenait son troisième conseil d'administration et ils étaient côte à côte au moment où se déroulait cette bagarre. Donc, cette comparaison nauséabonde et exacerbée n'est pas le bienvenu, et comme vous l'avez relevé tout à l'heure, ce sont deux personnes qui sont au service de l'État, et il y a certainement une mauvaise interprétation des textes qui encadrent la décentralisation. C'est la raison pour laquelle... Il ne faudrait pas non plus que les journaux jettent de l'huile sur le feu en parlant de Ntoné qui est en train d'établir son diktat ou son imposture, ou Lengue Malapa qui ferait ceci ou cela. Non, moi je pense que la presse aussi devrait aider le public à comprendre et à restituer les choses telles qu'elles sont et ne pas s'en tenir uniquement à l'écume des vagues. Alors vous savez quand même qu'il y a des pleurs des maires aussi que l'on entend depuis, même si les maires n'arrivent pas à exprimer tout ça au monde. Il y a des choses, il y a des reproches que les mairies font à la communauté urbaine qui
de son côté aussi, reste assez imperturbable, ce qui est aussi étonnant sur un autre point de vue. Mais toujours est-il que de là à ce que des services, des démembrements et de la communauté et de la mairie en viennent à transformer les rues de la ville de Douala en tatami, moi je pense qu'il y a tout de même un pas qui a été franchi qui n'est pas du tout agréable. Oui, M. Ndongo, je crois que la cacophonie que l'on observe aujourd'hui peut s'expliquer autant sur les remorques, les remorquages de voitures, sur les tickets payants, mais également sur la gestion des marchés. Vous savez qu'un décret du Premier ministre qui date de 3 ans aujourd'hui tarde à être appliqué, tout simplement parce qu'il y a une cacophonie dans l'interprétation des textes. On a vu également une scène il y a peut-être 2 ans entre la commune de Douala 2e et la communauté urbaine. Tout à fait. Donc, au sujet de la il y a donc ce chevauchement, exactement, il y a donc ce chevauchement de compétences et pourtant il existe, comme je disais, des lois. La loi de 2004 sur la décentralisation qui encadre très bien les attributions de chacun. Il y a la loi sur la fiscalité locale qui définit ce qui revient aux collectivités territoriales décentralisées, mais pour le cas de Douala, il y a une plateforme qui existe entre la communauté urbaine de Douala et les communautés d'arrondissement où ils gèrent tous les problèmes qui ont trait à leur cohabitation dans l'espace urbain. Non, il n'y a pas de raison qu'on assiste à ce spectacle que l'on a observé tout à l'heure parce que on a souvent été habitué des échauffourées entre la police municipale et les populations. Mais cette fois-ci, ça fait un tout petit peu désordre lorsque 2 polices municipales, communautaires et d'arrondissement se livrent à une véritable rixe à telle enseigne que c'est la police qui vient jeter les gaz lacrymogènes pour disperser la foule. Je crois que c'est extrêmement grave et la tutelle sera certainement appelée à se prononcer sur la question. La tutelle, c'est soit le sous-préfet, soit le préfet du volet. Très bien. Alors, je vous invite à lire le traitement que la presse réserve justement à ce qui s'est déroulé à Douala hier. Le messager qui parle de parking payant à Douala premier. Le bras de fer Tonen Lengue Malapa, le délégué du gouvernement, veut donc rogner le champ de compétences de la mairie de Douala premier notamment. Alors, et en même temps, dans Mutation de ce matin, on parle justement de ces communes, en tout cas, donc la guerre des policiers ou des polices, donc dans le cadre de ces polices municipales. Voilà ce que la presse propose à ce sujet. Alors, autre chose qui fait le tour de la presse également, c'est la nouvelle expression qui parle de la crise anglophone avec les séparatistes qui rejettent la médiation suisse. Et on peut lire également à la suite de ce qui est contenu dans le journal, par la Mutation qui dit « l'horloge suisse tourne ». Bien, je pense qu'il faut déjà se réjouir de ce qu'il y ait un brin de dialogue dans l'air, parce que vous savez que depuis le déclenchement de cette crise anglophone, c'était du tout militaire. Chacun campait sur ses positions et espérait gagner son adversaire par la voie des armes. Depuis un certain temps, il souffle quand même un vent de dialogue qui a été, comme vous le savez, impulsé récemment par la visite du Premier ministre dans les régions anglophones, où il est allé passer un message de dialogue. Mais cette fois-ci, je crois que c'est à un niveau plus élevé où on nous fait croire que le président de la République recevrait certaines personnes à l'étranger dans le cadre effectivement de ce dialogue. Mais ce n'est pas encore le dialogue en tant que tel, c'est les pourparlers, c'est les prémices au dialogue. Donc, l'engagement du président de la République dans ce sens, où il a sollicité les Suisses, où les partis, selon le communiqué qui a été rendu public par les Suisses, où les 2 partis ont sollicité la Suisse pour jouer pour effectuer la mission de bons offices, c'est une bonne nouvelle. Mais vous savez que la préparation d'un dialogue dans une crise aussi compliquée que celle du Cameroun n'est pas chose facile. Il faut s'entourer de beaucoup de garanties. Il faut mettre sur pied beaucoup de préalables. Et ceci est d'autant plus difficile que côté séparatiste, on n'est pas toujours d'accord sur une même plateforme. Vous savez, il y a 2 semaines de cela, il y a eu coup d'État. Un journal avait bien titré coup d'État en Ambazonie. Coup d'État en Ambazonie parce que M. Sissi Kwayouk Tabé avait été complètement mis sur la touche par une autre frange de sa formation qui estimait qu'il n'était plus légitime. Donc, côté séparatiste, il n'y a donc pas cette symbiose, cette fusion qui fasse que le dialogue avec l'État soit un dialogue serein. C'est une paire de manches sérieuse à régler. Mais il y a également des questions fondamentales parce que vous savez que la crise anglophone est essentiellement une crise politique. Il faut également déjà établir le chronogramme de discussion, les partis, le budget et tout cela nécessite beaucoup de moyens, ça nécessite du temps et ça nécessite également des consultations assez importantes. C'est la raison pour laquelle on assiste aujourd'hui à ces premiers couacs où les séparatistes disent rejeter la médiation de la Suisse et ce n'est pas le premier couac
qui nous sera servi, mais on peut déjà se réjouir qu'il y a dans l'air un vent de dialogue qui s'ouvre et on espère que toutes les parties reviendront à la raison et que le médiateur qui sera choisi pour le faire soit un médiateur consensuel. Alors donc ce sont plusieurs groupes se sont engagés, Camille Nilé, selon le journal La Nouvelle Expression ce matin, pour dire qu'il y a quand même quelques avancées observées dans le cadre de ce qui pourrait être considéré comme les prémices du dialogue attendu par le peuple camerounais. Ce qui est certain, c'est depuis hier effectivement que le peuple camerounais a compris que le voyage de Paul Biya ensuite n'était pas un voyage, une sorte de sinécure ou une villégiature, qu'il y allait effectivement pour parler et des contacts avec déjà un médiateur suisse, une ONG, qui a même déjà commencé à discuter avec certains séparatistes qui déjà ont exprimé leur désaccord en estimant que non, ils exigent ceci, cela. Donc si avec ça, on ne peut plus parler des dialogues. Si déjà le président de la République, contrairement à ce que pensaient les gens qui disaient qu'il ne fait rien pour le dialogue, était déjà avancé au point d'avoir déjà contacté un médiateur, au point d'avoir choisi un pays réputé justement, dont la réputation repose justement sur la neutralité, ça veut dire qu'il est assez loin dans sa détermination à arriver au dialogue. Mais le dialogue avec qui, comment, quand et dans quel contexte et dans quelles circonstances? Parce que ce que l'on voit aujourd'hui avec le titre de La Nouvelle Expression qui dit que les séparatistes rejettent quoi? La médiation suisse. Ben, si ça commence comme ça, et ça ce n'est qu'un groupe de séparatistes, parce que ce que vous nous avez passé comme il va falloir discuter, vous allez peut-être vous retrouver avec 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 groupes de séparatistes, et là on ne sera pas sorti d'auberge. Donc il faudra d'abord identifier les personnes qui seraient capables de venir participer à ce dialogue, maintenant se mettre d'accord sur le contenu du dialogue, parce que ça ne va pas être une espèce de fourre-tout. On va parler, comme disait quelqu'un, on va commencer à solder les problèmes de la lutte pour l'indépendance pour arriver à la réunification. Moi, je pense que le problème aujourd'hui, c'est de penser la plaie qui fait mal, c'est-à-dire que la guerre, ramener la paix au Cameroun. Mais alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On voit déjà que dès les premiers pas amorcés par Paul Biya publiquement, on trouve déjà des gens qui freinent des cartes en estimant, en posant des conditions. Bon, alors s'ils posent des conditions, et si le gouvernement aussi n'accepte pas ces conditions, où ira-t-on? Va-t-on se retrouver dans une impasse où où l'on ne devra pas uniquement satisfaire les caprices ou les désirs ou les desiderata de gens censés participer au dialogue? C'est en cela que ces prémices de dialogue commencent à être compliquées et comment devrait pousser les gens à se demander, mais effectivement, est-ce que tout le monde veut le dialogue? Très bien. Georges, nous sortons. Oui, vous savez, il y a un côté cocasse dans ce qu'on appelle médiation suisse, surtout la Suisse en tant que pays. C'est en étroite relation avec le séjour du président de la République en Suisse. Et je pense que seulement sur cet aspect, les sécessionnistes, les séparatistes ont certainement flairé une entourloupe parce qu'il y a quand même des liens très serrés entre le président de la République et la Suisse qui, à chaque fois qu'il va aller en congé, ne va qu'en Suisse. Et il serait inconvenant, selon eux, que c'est encore cette même Suisse qui soit choisie comme médiateur dans la crise, au sein de la crise anglophone. Et je peux comprendre leur avis, mais je pense que ce n'est pas l'État suisse en lui-même qui sera impliqué. C'est une association suisse qui serait impliquée dans cette médiation. Mais j'avoue quand même qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose quand même d'assez choquant parce que la Suisse a toujours été un pays qui a été très sympathique et très ouvert au président de la République et c'est encore cette même Suisse qui est aujourd'hui sollicitée pour mener une mission de bons offices dans la crise anglophone. Donc, je comprends quelque part le rejet par les séparatistes de cette médiation suisse. Mais je sais, mais vous voulez un médiateur. Vous voulez d'abord commencer par humer le médiateur qui va venir. Pourquoi pas un Hollandais? Pourquoi pas un Hollandais? Est-ce qu'il y a des Hollandais qui sont prononcés? Vous savez, si ce sont ces Suisses qui sont proposés, et moi je dis que si vous allez choisir un Africain, on va le suspecter. Si vous appelez la France, on va dire non, on ne veut pas de la France. Vous appelez les États-Unis, au Cameroun, il y a des gens qui vont dire que non, déjà les États-Unis sont contre le Cameroun. Non, attends, on ne sera pas sorti de l'auberge. On va continuer à tourner en rond. On va tourner à l'intérieur du sac. Comme on dit ici, on va courir dans le sac. Donc moi je pense que s'il y a déjà un médiateur pressenti, mais
ce n'est pas sa nationalité qui devra être décortiquée, mais c'est sa capacité à rassembler les gens, à les écouter, à les mettre en contact et à conduire un dialogue. Ce n'est pas parce que... Et puis quand le président Paul Biya va en Suisse, ce n'est pas pour prendre sa défense. Qui vous dit qu'il va seulement là-bas pour... Je suis d'accord avec vous, mais ça, c'est parti n'entend pas de cette oreille. Il n'entend pas de cette oreille. Vous savez, si ce n'est pas pour ce problème de santé avec son docteur, son médecin personnel qui est là-bas... Oui, mais c'est toujours quand même la Suisse. C'est toujours quand même la Suisse. Oui, mais de toute façon. Alors, nous laissons nos lecteurs d'aller découvrir le traitement qui est réservé à ces sujets. La nouvelle expression qui propose donc un article parlant de la crise anglophone, les séparatistes qui rejettent la médiation suisse, c'est en page 3, et également dans Mutation également ce matin, Mutation qui parle de l'horloge suisse qui tourne, donc avec tout ce qui est contenu dans le journal, pour dire que le département fédéral des affaires étrangères des Suisses engage notamment une médiation à Genève en vue de préparer le dialogue attendu. Alors, c'est ce que tout le monde attend, qu'on trouve un dialogue, des acteurs en tout cas, pour que on n'entende plus parler des exactions dans les régions anglophones et que la paix revienne véritablement. Alors, autre sujet, il y a notamment Samuel Eto'o qui était dans la tanière des Lions indomptables, ou bien qu'il dit « J'attends la victoire finale ». C'est un peu comme un patron qui dit à ses employés, ou alors comme un frère qui dit vraiment « J'ai porté ce maillot et j'attends que les résultats suivent ». Oui, je ne vois pas ça sous l'œil du patron qui va voir ses employés, même si ce n'est pas le fond de votre pensée. Il a dit que c'était une visite privée d'un ancien lion indomptable qui a porté ce maillot et il venait booster à sa façon ses anciens coéquipiers, comme il a fait bien évidemment avec l'équipe féminine qui était engagée à la Coupe du Monde. On a besoin... Oui, il dit qu'il est très, très attaché à cette équipe. Voilà, on a besoin de ce type de baume, de réchauffement pour booster nos équipes qui sont engagées dans les compétitions internationales. Et Samuel Eto'o a rempli sa mission en ce qui concerne les femmes et les hommes. Le ministre également, le ministre des Sports, en charge de la gestion de ce département ministériel, a également effectué une descente, que ce soit auprès des filles seniors, que ce soit auprès des masculins. Je crois que toutes ces visites démontrent quand même que le peuple camerounais, ses dirigeants veulent que le Cameroun conserve ce titre. Mais est-ce que sur le plan administratif, est-ce que sur le plan technique, est-ce que sur le plan financier, ces conditions sont remplies? Malheureusement, non. Et cela se justifie avec la dernière mutinerie sportive que l'on a observée avant le départ de ces joueurs en Égypte. Mais je pense quand même que nous avons besoin de soutenir ces Lions, malgré le niveau assez faible qu'on a observé aujourd'hui. C'est vrai qu'ils ont gagné 2-0 le premier match, mais le niveau est encore assez faible et nous sommes obligés de les soutenir parce qu'il s'agit quand même d'une équipe fanion et la démarche de Samuel Eto'o rentre bien évidemment dans le soutien que nous devons apporter à cette équipe. Camille? Non, la démarche de Samuel Eto'o est tout simplement admirable et c'est le moins qu'on pouvait attendre de lui. Moi, ce que je retiens surtout, c'est ce conseil qu'il a adressé au président de la Fédération camerounaise de football, à savoir de mettre en place véritablement un championnat de football féminin au Cameroun pour qu'on puisse avoir une équipe de football camerounais peut-être championne d'Afrique et championne du monde. Parce que vous ne l'ignorez pas, et je l'ai souvent fustigé ici, le Cameroun est l'un des rares pays qui va dans les Coupes d'Afrique de nations de football, dans les Coupes du monde, sans un championnat effectivement de football féminin ici. Vous vous rendez compte, c'est extraordinaire. Donc, moi je pense que Samuel Eto'o, en faisant cette prescription au président de la Fédération et en venant encourager les filles, il a dit en fait ce qu'il fallait faire et ce qu'il faut faire depuis très très longtemps pour améliorer le niveau de football et de nos filles et surtout de nos garçons. On se retrouve aujourd'hui avec une équipe nationale qui a plus de professionnels que de locaux. Ce n'est pas normal. Moi je me souviens qu'à la 8e Coupe d'Afrique des Nations, ici en 1972, il n'y avait que deux professionnels, Yebga Maya et Toko de Jean-Pierre qui venaient de partir. Aujourd'hui, c'est le contraire qui est inversé. Donc, c'est le contraire que l'on voit. Donc, je pense aujourd'hui que la visite de Samuel Eto'o et peut-être d'autres vedettes du sport devraient tout simplement contribuer à donner non seulement du tonus à ces jeunes qui, et je suis d'accord avec Georges Semen, qui ne me donne pas l'impression d'être des foudres de guerre. Vu
au vu seulement de leur premier match, en espérant qu'ils vont faire comme les camions diesel, c'est-à-dire que prendre de l'intensité au fur et à mesure, des matchs, mais seulement moi je pense que cette équipe-là devrait absolument mettre les turbos pour pouvoir réaliser ce souhait de Samuel Eto'o, à savoir ramener la coupe au Cameroun. Très bien. Alors je vais vous inviter à un jeu. Nous allons nous intéresser à quelques titres proposés à la suite notamment de ce qui se déroule à Genève, durant en rapport avec le séjour du chef de l'État. Le messager qui dit par exemple Biya dans les taux de l'armée cinglée de la base, ça c'est le messager qui titre ainsi. Il y a la nouvelle expression qui parle de séjour présidentiel samedi chaud en perspective à Genève. Il y a également Forum Libre qui parle de John Ba Akuru qui dénonce la mafia de la rencontre de Genève. Il y a bien entendu le quotidien Le Jour qui dit Écho de Genève. Ce sont là quelques titres que je vous invite juste à lire et à commenter à la suite. Et là, Cameroun Tribune parle de manifestations de la brigade anti-Sardina, la classe politique dénonce, entre autres. Quasiment tous les titres abusent de superlatifs, de qualificatifs pour traduire ce qui se passe du côté de Genève, qui va se passer du côté de Genève qui passe demain. Je pense que c'est assez déplorable pour l'image du Cameroun. Et cette image est cornée aujourd'hui, tire ses racines de l'élection présidentielle, où on a créé des clivages entre deux parties du Cameroun. Et ce clivage a donné naissance, malheureusement, à ce qu'on appelle aujourd'hui des brigades de notre genre, les brigades anti-Sardina et des brigades anti-Tontina, sans trop savoir ce à quoi ça renvoie. Et malheureusement, ces brigades sont une véritable réalité, tout simplement parce que au niveau de la société, j'ai vécu des scènes où on taxe un Camerounais taxe un autre Camerounais d'être affilié à une brigade, soit sardinate, soit tontinate. C'est extrêmement grave pour notre paix sociale. Mais malheureusement, ça a une correspondance sur les territoires étrangers. On l'a vu l'autre jour avec le cas de la Suisse, où la fameuse brigade anti-Sardina a pris d'assaut l'hôtel où est logé le président de la République. Et maintenant, on nous dit que demain, il y aura un autre assaut. Mais l'élément nouveau depuis le déclenchement de cette crise sociopolitique, c'est l'entrée en scène de la brigade anti-tontinade. Parce que jusqu'ici, on ne l'a pas encore vu se déployer sur le terrain, mais son entrée en scène est prévue pour demain, en riposte à ce qui s'est passé il y a quelques jours. Donc c'est extrêmement grave pour l'image de notre pays. Et je me rappelle que le ministre des Relations extérieures, dans sa déclaration face à la communauté internationale, face aux diplomates, avait demandé à ces diplomates de les aider à traquer tous ces individus, tous ces compatriotes camerounais qui violaient leur territoire et de les rapatrier ici. Malheureusement, manifestement, on se rend compte que cela n'a pas été fait jusqu'aujourd'hui et on nous annonce encore des échauffourées demain du côté de Genève. Alors, Camille Nélé, je voudrais justement que l'on reste sur les titres proposés par des tabloïds à la suite de ce qu'on observe à Genève. C'est chaque journal qui va de sa sensibilité. Aussi bien le Messager, qui a un titre qui peut faire croire qu'il accuse l'armée cinglée, mais en réalité le Messager rend compte de ce qui s'est passé devant l'hôtel intercontinental. Le jour, lui, il a donné la parole à ceux qui sont de l'autre côté. Écho de Genève. Écho de Genève, oui. Et la nouvelle expression qui rassemble ce qui est dit dans les réseaux sociaux et autres. Moi, je pense qu'aujourd'hui, au-delà de tout cela, ce qui s'est passé à Genève, pour moi, est très inquiétant et devrait interpeller davantage Paul Biya et son régime. C'est-à-dire que quand un chef de l'État arrive dans un pays étranger qui n'est même plus respecté par ses propres compatriotes qui font du bruit, qui se baladent avec des pancartes, des ceci et tout ça, et à chaque fois, parce que vous savez, les récriminations ne datent pas d'aujourd'hui. On l'a vu pendant très longtemps avec le Code, mais qui était isolé, qui venait toujours à l'intercontinental, venait seul. Bon, on aurait pu considérer cela comme un élément marginal ou un événement marginal. Mais aujourd'hui, avec des gens qui quittent leur lieu pour venir faire du bruit, faire un tintamarre et être prêt à en découdre avec la sécurité privée, rapprocher du chef de l'État, moi je pense que ce n'est pas bon et ça ne sent pas bon. Alors maintenant on est en train d'annoncer samedi où maintenant les militants du RDPC vont venir à l'hôtel pour faire face à ceux qui viendraient et continuer à faire du grabuge. Ce n'est pas bon non plus. Ce n'est pas bon et ce genre
de confrontation qui quitte le Cameroun pour se retrouver à l'international et aux yeux du monde entier. Moi, je pense qu'il faudrait que le régime prenne davantage conscience des sources de cela, des causes de cela, et maintenant recherche une solution qui puisse éviter ce genre de démarches désobligeantes et pas bonnes pour l'image du Cameroun. Ok, alors on voit bien que Cameroun Tribune parle de la classe politique qui dénonce finalement ce qui se déroule donc à Genève. On peut davantage lire et faire le tour de plusieurs tabloïds pour essayer de savoir quel est le traitement qui a été réservé à ce fait. Je vous souhaite déjà de passer un très bon week-end. Nous sommes arrivés au terme de cette édition. Merci, ça fait plaisir, ça a été un plaisir pour moi de vous avoir ce matin encore. Un plaisir tout le temps partagé. Mais ce que je voulais dire, je voulais ajouter quelque chose, parce que vous avez parlé de la classe politique. Bon, on a vu que la première personne à réagir a été le ministre Grégoire Rona, qui s'est étonné même du silence de tombe des autres partis politiques qui maintenant ont réagi aujourd'hui. Mais déjà, il faut dire que jusqu'à présent, ces partis politiques se taisent et comme si ils semblent carrément tétanisés par ce qui arrive. D'accord. Allez, oui, le plaisir a été pour moi, bien évidemment. Mais surtout, merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent et qui n'arrêtent pas de nous adresser les félicitations. Très bien, ils sont nombreux. Allez, bon vendredi à vous et également à vous, chers téléspectateurs. C'est un week-end qui s'annonce. Bon week-end à tous.